Nouveau numéro de Reporter le Doc, le magazine de reportage long format de France 24. Chaque année, en France, 220 000 femmes sont victimes de violences de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Violences physiques, violences sexuelles, violences morales, quand il ne s'agit pas tout simplement de meurtre. Face à ce déferlement, une prise de conscience s'est opérée ces dernières années, avec notamment l'accélération du mouvement MeToo. Militantes, policières, médecins, bénévoles, elles sont nombreuses à s'être engagées dans un combat pour faire changer les choses. Pendant un an, notre équipe a suivi ces combattantes des droits des femmes. Voici ce document signé Mélina Huette pour France 24. Février 2020. Sur les toits de Paris, une opération commando se prépare au soir de la 45e cérémonie des Césars. C'est trop dangereux pour vous, vous n'avez pas de sécurité ? Tirez bien les cannes à pêche. On lâche ou pas ? Ouais, c'est bon, on lâche. L'opération, en réaction aux nominations du réalisateur Roman Polanski, accusé de viol et d'agression sexuelle, est rapidement interrompue. Légalement, viens chercher une banderole, madame. Voilà, vous appliquiez à exhiber. En fait. Voilà. Avec Oui, quelle mais autorisation Bon, est-ce que donc, on vous demande de nous la présenter, s'il vous plaît? C'est quoi, pardon? C'est un trouble à l'ordre public, c'est un délit. Nous, on aimerait voir la banderole, s'il vous plaît. En fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, quand on était sur le toit, Quand on était sur le toit, il y avait plein de gens qui nous voyaient. Et à un moment, il y a un vieux papy de merde qui nous voyait, était au téléphone, et dès qu'on le regardait, il se cachait un peu, ensuite il revenait, etc. C'est lui qui aurait appelé la gardienne, enfin, même les flics, pour balancer. Mais moi, ce qui me choque, c'est que, je suis sûre que ce mec-là, par la fenêtre, il aurait vu une femme battue par son mari à mort, il l'aurait jamais appelé. La femme qui se fait battre, ça atteint pas son confort. Par contre, toi qui mets des banderoles sur sa façade, tu salis sa façade. Et c'est ça qu'il accepte pas, c'est son confort que t'as. Ah mais bien sûr, mais j'entends de ouf ça, et- mais c'est juste que c'est écœurant. Et moi, ça ne m'étonne pas que quelqu'un de l'immeuble ait balancé. Viol, blessures, mutilations, féminicides. Les violences faites aux femmes sont partout et commencent souvent dans l'intimité de nos foyers. Si monsieur veut, madame veut pas, il l'oblige, c'est un viol. Point. Marié, pas marié. Chaque année en France, 220 000 femmes sont victimes de violences infligées par leur conjoint ou ex-conjoint. Plus de 150 en meurent. Derrière les statistiques, ce sont des vies, des familles qui volent en éclats. Tant qu'on n'aura rien de ces gens qui nous gouvernent, mais on va continuer à saloper vos murs, quoi. Face à cette violence endémique, des femmes et des hommes se battent aux côtés des survivantes pour faire bouger les lignes. Isabelle est avocate. Fabienne, major de police. Louise, médecin. Et Julie est militante. Chacune dans leur domaine, elles luttent pour que les violences faites aux femmes ne soient plus une fatalité. Nous les avons suivies pendant près d'un an. Voici le récit de leur quotidien, en soutien des vivantes. Isabelle Steyer se bat aux côtés des femmes et des enfants victimes de violences depuis sa prestation de serment il y a 27 ans. Elle est la seule avocate à avoir réussi à faire condamner l'État français pour faute lourde dans le cadre d'un féminicide. Celui d'Isabelle Thomas, assassinée avec ses parents en 2014. Elle venait de quitter son compagnon et donc ce dernier n'acceptait pas la séparation, comme d'habitude dans le cas des féminicides, c'est le moment où on passe à l'acte. Il avait tenté de l'étrangler. Elle était donc allée déposer plainte
au commissariat de son village. Et il avait été placé sous contrôle judiciaire comportant l'interdiction de la rencontrer et de se rendre sur les lieux qu'elle fréquentait. Malgré ces mesures, son ancien compagnon Patrick Lemoine continue de la harceler, la suit dans ses déplacements, lui envoie des centaines de messages. Réfugiée chez ses parents, Isabelle dépose plusieurs mains courantes pour signaler ces violations, puis une ultime plainte en juillet 2014. Son ex-conjoint n'est alors ni placé en détention, ni même convoqué. En août, il se lance, armé d'un revolver, dans une course-poursuite derrière leur voiture. Il tue Isabelle et ses parents de plusieurs balles en plein jour. Après avoir pris la fuite en Belgique, il est finalement arrêté, mais se suicide en détention, rendant impossible la tenue d'un procès. Isabelle Steyer assigne alors l'État en justice pour faute lourde. La France est finalement condamnée en mars 2020. Dans de nombreux féminicides, on voit que l'État a défailli. Que dans à peu près au moins 40% des féminicides, les femmes avaient déjà alerté les services de police, les services de gendarmerie, l'assistante sociale, le médecin. Combien de plaintes faut-il pour éviter un assassinat? Dans le cadre de l'affaire Thomas, il y avait eu 5 plaintes. Le problème n'est pas que les femmes doivent parler. Isabelle avait appelé au secours, alors même qu'elle était poursuivie, que l'appel au secours est enregistré et que l'on entendait les coups de revolver dans toute la ville, et notamment l'interlocuteur qui avait l'appel. Pourquoi est-ce qu'aucune voiture de police n'a été envoyée alors qu'elle était à 500 mètres du commissariat? Parce que son interlocuteur ne l'a pas cru. La parole des victimes est constamment remise en question. Selon l'Inspection générale de la justice, 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite en France. La première étape, celle de franchir les portes du commissariat, reste le principal obstacle pour la majorité des femmes. Refus de prendre les plaintes, minimisation des violences, culpabilisation des victimes. Pour lutter contre ces pratiques, Fabienne a décidé d'agir. Il y a 10 ans déjà, cette major de police a mis en place des formations pour sensibiliser ses collègues. On sait qu'il peut y avoir des manquements dans l'accueil et dans le traitement de certaines procédures. Aujourd'hui, la police fait son examen de conscience. Nous avons mis en place ces formations pour justement éviter toutes ces choses qui sont dites, qui sont peut-être arrivées, je ne dis pas le contraire, mais on fait le nécessaire et le maximum pour que ça n'arrive plus. Je ne sais pas quelle image vous pouvez avoir du policier. Des fois, on a l'image qui craque pas, qui fait pas ci, qui fait pas ça, et qui parle aux victimes de manière très détachée pour quelque part se protéger. On peut aussi faire preuve d'empathie à un moment. La première personne qu'elle va voir quand elle rentre dans le commissariat, il faut qu'il y ait ce climat de confiance qui soit créé. Cette confidentialité, même si elle n'est pas physique, on va dire, la confidentialité, parce que l'accueil d'un commissariat, c'est pas forcément confidentiel, il faut qu'il y ait ce... Voilà. Alors, attention, hein, c'est à vous d'être ouvert à la discussion, c'est à vous d'être à l'écoute. C'est pas je suis sur mon portable ou j'entends les collègues rire, ça me fait marrer et puis j'écoute pas ce qu'elle me dit. Voilà. C'est tout un métier, ça. Pendant ces sessions, j'essaye d'être la plus complète possible pour que les collègues comprennent bien ce que ressent, ce que vit une femme victime de violence conjugale. Le fait qu'elle soit dans le cycle de la violence, le fait qu'elle soit sous emprise. Alors ça, il faut que vous l'ayez dans la tête à chaque fois que vous êtes en face d'une victime de violence conjugale. Est-ce que vous avez déjà entendu le fait que la femme, elle va venir déposer plainte et elle va retirer sa plainte? Oui. C'est un cercle vicieux, parce qu'elle pense que ça va s'arranger. Il est là. L'explication, elle est là. Tout est là. Climat de tension. Ça se passe mal, ça commence à se passer mal. On va prendre l'exemple des violences physiques parce que c'est le plus parlant. La crise. Il la frappe. Ça fait du bruit, les voisins appellent ou elle appelle la police. Transport à l'hôpital ou pas, dépôt de plainte. Là, c'est fini. Elle n'en veut plus. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et puis lui, il revient vers elle. C'est vrai que je t'ai frappé, c'est vrai. Mais, enfin, t'as vu ce que t'as fait à manger? Franchement, c'était dégueulasse, quoi. Moi, j'ai travaillé toute la journée et aujourd'hui, je rentre et voilà ce que... Mets-toi à ma place. Vous voyez? Hein? Il fait culpabiliser. C'est ça, il se justifie en la faisant culpabiliser.
Puis je te jure, ça n'arrivera plus. Je t'emmène au resto, je t'emmène en voyage. Là, retrait de la plainte. Les policiers font partie des rares professions à rentrer au domicile et sont souvent les premiers à constater les violences subies loin des regards. Mais d'autres sont au contact des victimes qui, d'elles-mêmes, viennent se livrer pour obtenir de l'aide. Ce qui touche aux violences conjugales. Au nord de Paris, la Maison des Femmes offre un parcours de soins unique en France. Ce lieu, fondé en 2016 et adossé à l'hôpital de Saint-Denis, permet aux femmes violentées d'être prises en charge médicalement et psychologiquement et de se reconstruire socialement. Louise est interne de gynécologie obstétrique et de médecine légale à l'hôpital de Rennes. Pour son stage de 6 mois, elle n'a pas choisi la Maison des Femmes par hasard. Toi, j'imagine que c'est tout t'intéresse, y compris la chirurgie et tout ça. Oui, bien sûr. D'accord. Donc toi, tu viendras préférentiellement au bloc. Après, moi, j'aimerais bien ouvrir une petite... Ici, une vingtaine de professionnels, parmi lesquels des psychologues, des sages-femmes ou encore des sexologues, travaillent ensemble à offrir un parcours de soins complet pour sortir les femmes du cycle de la violence. J'ai l'impression que vous savez qu'elle s'est assise, elle m'a regardée et elle nous a dit « Je veux que vous m'aidiez à fuir ». Tous les matins, je participais à la réunion de staff avec les autres professionnels de la Maison des Femmes. C'est un moment où on peut discuter des situations complexes, des difficultés qu'on rencontre dans une prise en charge et demander conseil ou partage d'expérience aux autres professionnels. Elle voudrait qu'on la prenne de ce logement, qu'on l'enlève elle et ses enfants et qu'on la mette ailleurs avec ses enfants. Elle me dit si vous ne me proposez pas un truc carré, moi je préfère encore subir ces violences plutôt que de mettre tout en instabilité. Donc du coup suite à ça, je me suis dit punaise, on ne peut pas la laisser comme ça, donc je lui ai donné un rendez-vous dès le lendemain avec Mathilde. Sauf que la dame nous a dit je ne vais jamais pouvoir sortir de la maison. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer via l'école de lui transmettre un petit mot, de lui dire qu'elle peut revenir Moi, si tu m'as appelé lundi pour que je la rajoute mardi, c'est qu'il y avait tous les critères de dangerosité. Strangulation, il lui a montré des armes, des couteaux de cuisine en lui disant qu'il allait la tuer, viol, limite tous les jours. Enfin, qu'est-ce qu'elle menace de mort. Enfin, on était sur tous les alertes au rouge. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, une dame qui vous livre 13 ans de violence pour la première fois en 30 minutes comme ça. Et qui après disparaît dans la... Oui, c'est déjà un problème. La violence à laquelle sont confrontés ces professionnels ne connaît aucune trêve. Pourtant, chaque jour, elle trouve la force d'affronter la brutalité de ces parcours de vie pour aider les victimes. Quand on pense aux violences, on pense tout de suite à des coups, à des violences conjugales. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a les violences sexuelles, le viol intraconjugal, mais aussi les violences économiques, les violences psychologiques. Et on oublie les violences liées à l'excision, à la pratique de l'excision. On reçoit les femmes qui sont victimes de mutilation. Parfois, elles ont besoin de certificats pour faire une demande d'asile. Et parfois, elles sont demandeuses de reconstruction chirurgicale. Pourquoi vous avez quitté le Mali? C'était à cause de ces violences-là? Oui. Ouais, d'accord. Vous vous souvenez à quel âge vous avez été excisée? À l'âge de 7 ans. Donc si ça vous va, on va regarder ensemble au niveau de l'excision. D'accord? Je vais vous laisser enlever le pantalon, la culotte et on va s'installer juste ici. Est-ce que je peux toucher? Oui. Est-ce que vous voulez voir avec un miroir, avec moi? Oui. Alors, vous allez pouvoir tenir vous-même le miroir. Oui. C'est bon, vous voyez? Oui. Donc, je vous montre. Là, il y a les grandes lèvres. Oui. D'accord. Et quand j'écarte, ici, on voit la cicatrice de l'excision. Oui. Donc, vous, l'exciseuse, elle a pris ça et elle a coupé le capuchon, les petites lèvres et le petit bout du clitoris. Mais on voit bien que le clitoris, il est beaucoup plus grand que le petit bout qu'elle a coupé. Vous pouvez aussi, cette crème-là, la mettre pendant les rapports sexuels. Vous la mettez sur votre sexe à vous, sur le sexe du monsieur, et ça va éviter les frottements. Donc ça va diminuer les douleurs. Déjà, quand il n'y a plus de douleur, on peut peut-être plus ressentir de choses. D'accord? Et puis, essayez-vous, vous posez tranquillement, vous prenez le temps, parfois ça peut durer 15-20 minutes, mais vous essayez de toucher à cet endroit-là pour voir s'il y a du plaisir ou pas. D'accord? Et si les douleurs persistent, si le plaisir ne vient pas et que vous voulez travailler un peu dessus, vous pouvez venir nous revoir.
D'accord. Je vous prescris en tout cas la crème. Parfois, les femmes demandent une reconstruction, non pas pour leur fonction sexuelle ou pour des douleurs, mais pour une raison identitaire. Elles ont besoin de retrouver quelque chose qu'on leur a pris. Elles ont besoin de faire une chose pour elles et d'aller au bout d'une démarche pour se prouver qu'elles sont capables, pour reprendre possession de leur corps et de leur féminité. Et c'est une raison complètement valable pour une chirurgie de reconstruction. C'est très humiliant de se sentir incomplète quand on passe à côté des autres femmes. Indication clairement identitaire. Oui. 6,5. Donc, toutes les semaines, j'accompagnais Dr Rada Hatem pour apprendre la chirurgie de la reconstruction clitoridienne. Rada Hatem, gynécologue obstétricienne, est la fondatrice de la Maison des Femmes. Est-ce qu'on pourrait avoir des compresses, s'il te plaît? Pionnière dans le domaine de la prise en charge des victimes de violences, elle a fait des émules. Au bloc opératoire, c'est vraiment un parrainage, un apprentissage, un compagnonnage. J'aide le docteur Rada Hatem qui, petit à petit, m'apprend étape par étape et me laisse la main pour que je puisse être autonome plus tard. Mon projet, c'est de monter une structure similaire au CHU de Rennes. Ces dernières années, associations, personnel soignant, mais aussi gendarmes et policiers ont compris qu'ils devaient travailler main dans la main pour être plus efficaces. Nous, quand on intervient, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue, donc ce travail-là, on ne peut pas le faire. Les médecins ne sont pas policiers, ils ne peuvent pas enquêter. Et si on ne sait pas ce que fait l'autre, on n'avance pas, on va nulle part. En 2020, dans plusieurs départements, des conventions ont été signées entre la police, la justice et l'hôpital pour permettre la prise de plainte immédiate en milieu hospitalier. Les victimes n'ont ainsi plus à franchir les portes du commissariat, à être confrontées au regard des autres ou à devoir raconter plusieurs fois leur histoire. Aux côtés de celles et ceux dont c'est le métier, les militantes, elles, ont choisi d'amener le combat contre les violences dans la rue. Allez, encore 3 lettres. Je suis colleuse au sein du mouvement Collage Féminicide Paris, qui s'occupe de dénoncer les violences faites aux femmes sur vos murs. Et l'idée, c'est de montrer aux gens que ça existe à côté de chez eux, que c'est pas que sur Internet, que c'est pas que à la télé, et que c'est pas juste une affaire de l'État, c'est l'affaire de tous. Hein, Chloé? Qui c'est qui donne le top départ, là? Je sais pas du tout. Julie est de celles qui se sont engagées après l'affaire MeToo. Okay. La veille de la Journée internationale des droits des femmes, elle manifeste de nuit pour la première fois, entourée de ses amis. Oh là là, mais elle est trop belle! Moi, je préfère celle-là quand même. Hein. Elle est plus jolie, celle-là. C'est lui qui a choisi ce qu'il voulait mettre. D'être là la nuit dans les rues avec d'autres femmes et de dire à tous ceux qui nous font chier d'habitude dans les rues, on est là en fait, on est là, on prend notre place et puis t'as pas le choix maintenant. Donc c'est nous que tu vas entendre. La réappropriation de l'espace public, je ne sais pas si on l'a aujourd'hui. En tout cas, moi, quand je croise des collages, ça me rassure sur mon chemin. Et ça donne de la force à énormément de meufs.
Depuis un an, celles qui autrefois n'étaient que des statistiques et n'existaient aux yeux des médias que dans les faits divers, sont apparues sur les murs de toute la France. Mais certaines victimes ne rentreront jamais dans les décomptes officiels. Julie a été retrouvée morte. Son corps était couvert d'hématomes et sa tête était défigurée tellement sa tête avait cogné contre quelque chose de dur. Et cette femme a été donc retrouvée 48 heures plus tard dans cet état-là, gisant dans son sang, dans une pièce qui avait été complètement retournée par sa propre fille mineure de 17 ans. Les intervenants ont tous indiqué, soit les pompiers, les médecins légistes qui doivent constater la mort, le SAMU, ont estimé qu'il y avait une intervention d'un tiers. Comme dans l'écrasante majorité des féminicides, Julie avait été victime de menaces de mort par message, s'était confiée à des amis et avait déposé plusieurs plaintes. Autant d'éléments versés au dossier d'instruction, fort de 3000 pages recto verso. La sœur de la victime, Lucie, mettra 1 an à se constituer partie civile à cause du stress post-traumatique. Elle apprend alors que la magistrate en charge du dossier souhaite clore l'instruction. Julie a été tuée, sa fille l'a trouvée morte gisant dans son sang le 25 juin 2019. Elle a reçu des menaces de mort de son compagnon jusqu'à 23 h avant de mourir. Malgré cela, la justice a mis fin à l'instruction en concluant une crise de folie. Julie, on t'aime, tant que nous n'aurons pas justice, vous aurez notre colère. J'ai l'impression que c'est ma sœur qui m'envoie un signe, mais vraiment, tu vois, de me dire que le combat, Lucie, il faut que tu continues parce que personne n'est venu retirer ce mémorial. Je m'étais dit que s'il n'y avait plus rien, que ça allait me fatiguer dans le combat parce que je commence à être un petit peu épuisée. Alors que ça fait qu'1 an qu'on le mène et que ça va encore durer des années. Et en fait, de le voir complet, je me dis que j'ai envie de me battre encore et de continuer et que ça prouve que si les gens ne l'ont pas retiré, l'ont pas décollé, c'est que ça les a peut-être touchés et qu'il faut que je continue pour obtenir la vérité. Il y a un nombre très élevé de féminicides qui sont habillés en suicide, en violence que les femmes se seraient prodiguées sur leur propre corps, en accident domestique, en accident, en fait non résolu. Là, on a une femme qui est morte, peut-être des auteurs en liberté, donc capables de commettre d'autres faits comme celui-là, donc des femmes en danger, et on arrête l'instruction, on arrêterait l'instruction au bout de 1 an. 1 an, je pose la question, est-ce que c'est le délai raisonnable pour enquêter sur une mort de femme et se dire que qu'au-delà d'1 an, ça ne vaut pas le coup? C'est la question, ça ne vaut pas le coup. En tout cas, quand on ouvre le dossier, nous, Inès et moi, quand on l'a ouvert, on s'est dit que c'était absolument pas possible que ce soit une crise de folie, quoi. Enfin, elle a des bleus partout, son corps est marqué très fortement. Et puis, il y a ses dents qu'elle a perdues, 3 dents qui sont manquantes. Donc je me dis que toute seule s'infliger de tels coups qui font qu'on avale une dent et qui se retrouve dans le pharynx et que 2 autres se retrouvent à l'extérieur de son corps, c'est assez incroyable et impensable, quoi, c'est impossible. On est dans le cadre d'un dossier qui aurait dû amener d'autres investigations. Or là, nous n'avons pas de garde à vue, nous n'avons pas de témoins assistés, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Et c'est ça ce qui m'inquiète. C'est quel est le chiffre noir des féminicides? Les violences faites aux femmes ne connaissent pas de répit. Plus inquiétant encore, à chaque crise, qu'elle soit économique, politique ou sanitaire, les droits des femmes opèrent un net recul. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Pendant la période du confinement, on a été dans
un recul du droit des femmes et face à cela, une augmentation exponentielle des violences faites aux femmes et aux enfants. Alors que le mari était confiné avec les femmes, il fallait trouver le moyen pour aller au commissariat. Et quand on a un commissariat sur 10 qui est ouvert, quand on a des unités médico-judiciaires qui fonctionnaient au ralenti, quand les médecins ne pouvaient pas constater parce qu'ils étaient occupés par le Covid, comment faire pour avoir une plainte digne de ce nom? Et quand on voulait, à la fin, demander une ordonnance de protection, on n'avait pas forcément de magistrat. Et lorsque je composais, par exemple, le 119, eh bien, le 119 était constamment occupé, même à 2 h du matin. J'ai décidé de créer et lancer mon association, qui s'appelle Les Échappées Belles, et j'ai décidé de laisser ouvert, de façon totalement bénévole, mon téléphone portable, et je répondais de 8 h du matin à minuit. Il me demande si je veux qu'il me gifle encore, il me crie dessus. Donc là, c'est très grave, mettre attention, il faut faire baisser la pression, parce que là, on est dans un cadre d'homicide. Hein. Si grande violence, pouvez-vous partir? Je veux dire, dites-moi. Ce qui m'est arrivé, c'est malheureusement d'avoir des femmes dans cette situation, de leur dire de partir et puis après d'être appelées parce qu'elles ont été assassinées. Alors c'est sûr que si son mari la voit sur son portable trop longtemps, il va être suspicieux. Je vais lui dire d'effacer les messages. Je vois qu'elle allume et qu'elle ne répond pas. Ça m'inquiète, oui. J'ai eu énormément d'appels, de cas les plus fous que l'on puisse imaginer, jusqu'à des enfants qui m'appelaient. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu des enfants qui m'appelaient, de 10 ans, qui avaient cherché sur Internet un nom d'avocat. Si le confinement a vu une baisse des dépôts de plaintes sur toute la France, les signalements des violences ont quant à eux explosé. Fabienne s'est portée volontaire pour renforcer la plateforme nationale de signalement des violences sexuelles et sexistes. T'as 2 minutes hein? Ouais, vas-y. Je vais te parler de ton chat de cette nuit, tu sais, l'histoire du viol. Là. Ouais. Elle fait plus que ramer là, parce qu'elle voulait rien dire. À un moment, t'as vu, elle me dit même laissez-moi, alors que c'est elle qui est venue se connecter quoi. Mais j'ai pas eu l'identité quoi, c'est dommage. Ouais, mais ça a été super long quoi. Heureusement qu'elle avait le temps, et moi aussi. T'as trouvé les mots, donc c'est tant mieux. Tant mieux, écoute. Hein. Cette plateforme est un des nombreux outils qui est mis à disposition des victimes pour éviter de passer les portes du commissariat en ayant la peur de ne pas être entendue ou de ne pas être comprise. La victime va se connecter sur le chat, va expliquer son histoire. Un signalement sera fait, envoyé au commissariat territorialement compétent et la victime sera appelée par un fonctionnaire de police qui lui donnera un rendez-vous et n'a pas à raconter plusieurs fois son histoire. La différence avec d'autres plateformes d'appel, c'est qu'il n'y a que des policiers. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui, bonsoir, brigadier chef du portail des signalements des violences sexuelles et sexistes. Je vous appelle parce que j'ai un internaute en ligne qui me signale que le père de famille menace de mort la mère et les 3 enfants, 16, 14 et 11 ans, qui sont tous au domicile. Il claque les portes, il tape dans les meubles apparemment et il menace de les envoyer tous au cimetière. Donc ça se passe au 29 à... Merci beaucoup, à plus tard. La priorité est toujours donnée aux urgences. C'est-à-dire que si une victime, par exemple, ne peut pas appeler le 17 parce qu'elle ne peut pas parler, on pourra faire intervenir les collègues territorialement compétents en urgence. Je suis en train de traiter le cas d'un monsieur, ou d'une dame, je ne sais pas, qui s'inquiète pour son ami qui est séparé de son conjoint, avec qui elle a eu 2 enfants, et qui visiblement menace de lui envoyer de l'acide et de la défigurer. Donc je lui propose de faire un signalement pour que son ami, par son intermédiaire, pour que son ami ensuite puisse déposer plainte et qu'il y ait des mesures de protection qui soient prises pour cette personne. Même en l'absence de dépôt de plainte, même avec une simple mention main courante, même avec une intervention des collègues sur place, au domicile souvent,
le procureur peut se saisir. On dit qu'il a l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu'il peut se saisir et ouvrir une procédure, même si la victime refuse de déposer plainte. Il faut faire très attention évidemment à ce qu'on dit pendant ces chats, parce qu'on ne sait pas qui on a derrière, il n'y a pas l'intonation des phrases et il n'y a pas le visuel. La première partie d'un chat commence toujours par la mise en confiance de la victime. Les faits que vous me décrivez sont graves. Ils sont punis et réprimés par la loi. Si vous vous sentez prête à porter plainte, je peux vous orienter et vous aider dans vos démarches. C'est une réaction normale lorsqu'on a été victime d'un viol. Vous pouvez vous confier sans crainte. Nous ne sommes pas là pour vous juger, mais seulement pour vous aider. Vous n'avez pas à avoir honte. Il a profité de votre confiance. C'est la première nuit que je vois aussi intense. Mais au moins, on a été utile. On a servi à quelque chose, j'espère. Je retiens qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés et que du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont en détresse. Et j'ose même pas imaginer combien sont confinées chez elles et n'osent pas nous contacter ou n'osent pas contacter des services de secours, que ce soit nous ou d'autres. Et ça m'embête. Les victimes ne connaissent pas toutes ces façons qu'elles ont de pouvoir nous contacter et de pouvoir se faire aider. Se faire aider, mais aussi apprendre à se reconstruire. À Saint-Denis, la Maison des femmes ne s'occupe pas seulement de la prise en charge médicale. On y apprend aussi à retrouver confiance en soi. Tu restes là-bas. Tu restes là-bas. Pendant mes 6 mois de stage, j'ai évidemment assisté à des consultations médicales. Je suis allée au bloc opératoire. Mais ce qui change par rapport à un service autre, c'est vraiment les ateliers en fait, qui sont proposés aux dames. On fait un geste précis. Théâtre, danse orientale, jardinage. Ici, une seule règle. Les animatrices ne savent rien des violences endurées par ces femmes. Sans parole, et nous, on devine. Leur regard est tourné vers l'avenir. L'atelier karaté, c'est une association qui s'appelle Fight for Dignity qui vient bénévolement. Ce qu'on dit toujours aux femmes, c'est que c'est pas de la self-défense, c'est pas pour se battre, c'est vraiment pour reprendre possession de son corps. Très bien. J'entends pas. C'est parti, on reprend. Mais t'aurais pu me toucher là, j'étais bien content. Ouais, bien. Bah oui, t'as tout perdu. Ok, Yamé. Yamé, ça veut dire stop, d'accord? Je leur demande de se toucher quelques parties du corps parce que c'est compliqué, quand ce sont des femmes qui ont été violentées, d'accepter que quelqu'un les touche. T'es prête? Oui. Par là? Ok. Ok. 1, 2. Yes. Qu'est-ce qu'on fait là? Ramène le pied. Oui, on croise derrière. Et boum. L'autre. Yes, c'est pas grave. L'autre jambe. Oui, depuis que je suis née, j'ai rêvé d'avoir fait le karaté, du coup. C'est la première fois et puis j'ai eu l'occasion de pratiquer aussi. Je me sens forte moi-même en fait. Je me sens dans mon corps, je me vois pratiquer le karaté. Bon. En fait, je me sens protégée moi-même. On voit des femmes qui, au début, sont timides, qui sont très introverties, qui avec les épaules en dedans, et puis, au fur et à mesure des séances, prendre confiance. Tu peux t'en servir comme des perles, hein. C'est pas un souci. Hein. J'ai pu assister, par exemple, à l'atelier estime de soi, où les femmes fabriquent leurs bijoux pour fabriquer quelque chose à elles. Elles sont aussi maquillées, elles sont coiffées. La crème que tu peux mettre aussi. Ah bah oui. Ça, je suis forte. Trop bien. Regarde Braise, attention, ça rigole pas du tout là. Ça va faire beaucoup plus que ça. Ils vont tous tomber comme des mouches. Merci bien, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Ça change. Waouh. Voilà, on va continuer à vivre. Voilà. Ouais, parfait. Il y a une de façons. Est-ce que ça vous pose problème que je vous touche? Non. Voilà. Mettez-vous comme ça et ne bougez pas.
Prendre le sourire, poser devant une caméra, aimer leur image, reprendre vraiment possession de leur corps. Et ça se voit dans les regards que ça change. Oui, voilà, pense que je trouve que oui, voilà. Donc ça me fait un peu bizarre là parce que c'est le dernier aller-retour à Rennes. Ça fait 5 mois que je fais les allers-retours Saint-Denis, Rennes, Rennes-Saint-Denis pour suivre ce stage qui a été passionnant. Et je suis un peu excitée parce que du coup c'est aussi le début d'un nouveau projet qui est la création d'une maison des femmes au sein du CHU de Rennes. Le but c'était de dupliquer ce modèle dans l'hôpital dans lequel je travaille où je suis interne en gynécologie obstétrique. C'est un projet ambitieux qui a fait ses preuves et qui a une pertinence à Rennes. Et c'est vrai que quand on est interne et qu'on a 28 ans, parfois c'est pas évident d'avoir la crédibilité, même si on a la force de travail, même si on a l'ambition. Mais je pense que vraiment, faut jamais lâcher, sinon on ne fait pas un projet comme ça. C'est d'y croire et d'y croire jusqu'au bout. De temps en temps, sur les collages, il y a des petites phrases et des petits rajouts. Le féminisme tue, il y a des gens qui arrachent. Mais que ce soit homme ou femme, hein, ça les dérange de lire, de lire cette violence. Mais cette violence, elle existe. Il y a un slogan qui dit très bien ce qu'on veut, c'est « on ne veut plus compter nos mortes ». Pas plus clair que ça, quoi. Tant qu'on n'aura rien de ces gens qui nous gouvernent, mais on va continuer à saloper vos murs, quoi. Faites quelque chose avant que tout Paris soit recouvert de feuilles A4. Au cours de ce stage, j'ai appris que j'étais enceinte d'un petit garçon et ça a fait écho. Comment éduquer un garçon dans cette société patriarcale? Comment éduquer un garçon pour que jamais il fasse partie des agresseurs? Comment éduquer un garçon quand on est féministe? Comment lui donner sa place? Lui montrer qu'il peut être plein de choses et pas forcément l'homme que la société voudrait qu'il devienne. S'occuper d'un féminicide, c'est éviter la transmission de la violence sur plusieurs générations. Protéger les vivantes et honorer les mortes, dit un fameux collage, peut se réduire à une seule équation, c'est faire en sorte que toutes les plaintes soient suivies, soient travaillées comme il se doit, de façon à ce que nous ayons une réponse judiciaire satisfaisante pour les victimes de violences conjugales ou toutes les violences faites aux femmes. Alors, le message que je voudrais faire passer, c'est de dire aux femmes victimes, surtout, n'hésitez pas, faites-vous connaître, allez vers les policiers, allez vers les associations, c'est important, vous pourrez être accompagnés. Et le dernier message, c'est envers les auteurs, ne pensez pas que parce que vous cognez votre femme au domicile, on ne viendra pas vous chercher, on ne sera pas au courant. On sera au courant et on ne vous lâchera jamais. Mon rêve, c'est qu'on n'ait plus besoin de maison des femmes, en fait, finalement. Que les femmes ne soient plus des objets sexuels, des objets de pouvoir, des objets de manipulation, des femmes à vendre, à marier, dont l'hymen est primordial. Voilà, vaste projet. Oui, vaste projet, effectivement. À titre d'information, en France, le gouvernement a mis en place un site internet dédié à ce sujet, arrêtonslesviolences.gouv.fr, avec beaucoup d'informations pratiques et même des tutoriels. Vous pouvez y accéder depuis le monde entier, évidemment. Voilà pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.